Alors, dans une chronique passée, j'ai expliqué souvent que un deuxième mandat pour un gouvernement trop fort, là, c'est toujours un mandat qui est difficile. Parce que, évidemment, ils n'ont pas eu le temps de tout faire dans le premier mandat, loin de là. Et en plus de ça, parce qu'il faut donner crédit là-dessus à M. Legault, c'est qu'il y a eu une pandémie. Durant la pandémie, là, on s'est occupé de la pandémie, on ne s'est pas occupé vraiment de mettre de l'ordre autant du côté des programmes gouvernementaux, autant du côté de certains ministères. On a géré le quotidien uniquement. Et ça, pour un gouvernement, gérer le quotidien, là, ça devient bien compliqué parce que les gens sont toujours en demande, veulent toujours aller plus loin, veulent toujours en avoir plus. Alors, ça a été difficile, cette époque-là. Plus facile à gouverner parce qu'on n'a pas eu besoin de se soucier trop de l'opposition. Mais à ce moment-là, c'est plus difficile au moment où on arrive à un deuxième mandat. Un deuxième mandat qui a été, évidemment, pour M. Legault, là, quelque chose de fabuleux, là, faire élire autant de députés là, à l'Assemblée nationale. Ça relève l'exploit un peu. Il y a M. Bourassa qui avait eu ça en 1973. On sait qu'en 1976, il a mordu la poussière par la suite. Alors, pour M. Legault, il y a beaucoup à faire. Il s'est donné de grandes ambitions. Je me rappellerai que le gouvernement Legault a fait des choux gras avec la crise des passeports. Et évidemment, c'est jamais bon pour un gouvernement de cracher en l'air, là, parce que bien souvent, ça nous tombe sur le bout du nez. Là, hein. Présentement, on vit quelle sorte de crise au Québec hein, avec la SAQ. Il y a des gens qui, présentement, se promènent en automobile qui n'ont pas de renouvellement de permis de conduire. La SAAC est embourbée. Il y a des camionneurs qui risquent de se faire arrêter aux États-Unis quand ils vont chercher de la marchandise parce que leur passeport est expiré. Et ça, c'est aussi pire que la crise des passeports parce que à ce moment-là, leur permis de conduire, là, c'est le permis de conduire est important là, quand tu te fais arrêter par la police. Et la police, elle n'a pas toujours le courage d'essayer de comprendre les situations. Alors, la SAAC a décidé d'en arriver à implanter un nouveau système. D'abord, je pose la première question. Je me demande toujours pourquoi que M. Legault a laissé M. Kerr là, à ce poste-là, parce que ça fait plusieurs millions qu'il essaie de mettre dans tous ces systèmes-là, et puis on n'aboutit jamais à rien. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas. Et on sait très bien que ça va prendre des milliards pour tâcher de finaliser tout ça, mais on n'en voit jamais le bout. Alors, la SAC a essayé ça et ils sont complètement à côté de la route présentement. Ils ont déjà 500 millions de dépensés et ça ne fonctionne pas. C'est d'autres ministères, là, la ministre des Transports qui est allée voir en France le système du transport en commun pour essayer de prendre des idées pour le Québec. Là. Elle est obligée de revenir d'urgence ce matin parce qu'elle avait dit qu'elle avait fourni tout ce qu'il fallait. Et c'est ça le problème de la SAC, d'ailleurs. Ils dépendent de deux ministres. Ils dépendent de M. Kerr, puis ils dépendent aussi du ministre des Transports. Alors, quand il y a deux ministères à l'intérieur de ça pour gérer cette crise-là, ça ne peut pas fonctionner. Alors, déjà, ils sont embourbés. C'est aussi pire que la crise des passeports avec Trudeau il y a quelques mois. Et ça, c'est le premier ministre n'aime pas ça. Je pense que si vous avez vu sa conférence de presse, là, il n'avait assez. Là. Il avait ordonné à deux ministres d'essayer de voir à ça pour éviter trop de graines, mais ça ne se produit pas comme il le veut. Je vais rajouter maintenant, parce que cette crise-là va finir par se résorber, mais ça va prendre 2 mois, 3 mois encore, et tout le monde est sur la graine. Là. La violence dans les écoles. Je veux parler de la violence dans les écoles. C'est d'abord, le ministre de la Santé est en train de vouloir bannir là, le vapotage en ce qui concerne les saveurs de vapotage. Apparemment que ça incite les jeunes à vapoter.
On sait très bien qu'un jeune n'a pas le droit d'aller s'acheter, il n'a pas le droit de rentrer chez les vapoteurs pour acheter un appareil pour vapoter. Puis c'est assez bien contrôlé, mais c'est rendu qu'ils peuvent se procurer toutes sortes de choses maintenant dans certains dépanneurs. Et souvent, j'ai vu des parents, là, c'est pas peu dire, là. J'ai vu des parents qui sont allés acheter une vapoteuse à leurs enfants pour éviter à ce qu'ils fument de cigarettes. Ben, et c'est une dépendance comme les autres aussi, hein. Alors, bien souvent, c'est un adulte qui va acheter ça, qui donne ça à son petit frère, qui donne ça à son neveu pour tâcher parce que le neveu ne peut pas s'en procurer. Mais je me rappellerai toujours, moi, dans le temps où j'étais directeur d'école, où les gens n'avaient pas le droit d'apporter une casquette. Les jeunes ne pouvaient pas venir avec une casquette à l'école. On confisquait la casquette, puis c'est les parents qui venaient chercher la casquette le soir même. Aujourd'hui, là, on n'est pas capable de faire ça. On n'est pas capable de les enlever le vapoteur, puis pourtant, dans un cours d'école, ils le voient, là. Et pourtant, il y a des gens qui sont sur la surveillance, mais les professeurs en ont ras-le-bol de jouer à la police. Puis la police ne veut pas aller jouer à la police dans les cours d'école non plus, là. Il va y avoir un policier qui va venir en guise de soutien à un moment donné, mais c'est tout ce qu'il y a. Donc, la violence dans les écoles, avec le vapotage qu'on veut enlever, ben, ça n'a pas sa raison d'être quand on dit que c'est dangereux d'aller à l'école. Hey, faut le faire, là. C'est dangereux d'aller à l'école parce qu'on voit de la violence épouvantable à l'école. L'école elle-même ne peut pas rien faire. Ça va prendre plus que ça. Et au ministère de l'Éducation, ça va prendre des règles plus strictes. Je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais il y a énormément de choses à faire là, hein? On parle des négociations dans le secteur public. Avez-vous pensé des négociations dans le secteur public? Déjà, M. Legault a une fin de non-recevoir, pas de n'importe quel secteur. Les infirmières dans la région de la Mauricie sont en débrayage occasionnel illégal, hein? On décide de ne pas remplir certaines fonctions, on commence à être dans l'illégalité. La ministre Sonia Lebel, qui négocie au nom du gouvernement, les invitait à venir s'asseoir à la table pour qu'on change les façons de procéder. Ben ça, c'est une méconnaissance un peu ce que c'est qu'une convention collective, parce que dès qu'il y a un dépôt de convention collective, là, Mme Lebel aurait dû savoir que l'obligation qu'a le gouvernement, c'est de négocier cette convention collective. Pas venir nous dire, on vous a mis quelque chose à la table, puis venez-vous-en maintenant, on va essayer de trouver des moyens de faire ça autrement. Il n'y en a plus de faisage autrement. C'est une négociation collective. Bon. Alors, les syndicats, ont donné une drôle de belle occasion aux syndicats de se faire donner une fin de non-recevoir. Et à partir de ce moment-là, ça touche les écoles, ça touche le secteur public, parapublic, ça touche aussi non seulement le secteur de la santé, mais tout ce qui s'apparente à tout ce qui est gouverné ou même par l'État, par des gens qui travaillent pour l'État. Et compte tenu qu'à gauche et à droite, durant la pandémie, on a donné des bonus à gauche et à droite, j'ai jamais vu, moi, des gens qui négocient une convention collective qui ne font pas référence à la meilleure convention collective. Prenons le domaine policier, par exemple. Quand vous regardez le domaine policier, là, les policiers de Montréal, quand ils arrivent en négociation collective, ils veulent se comparer aux policiers de l'Ontario. Quand la Sûreté du Québec arrive pour négocier son contrat avec l'État québécois pour l'ensemble du Québec, ils disent on se compare avec Montréal. Et quand il arrive une petite municipalité qui a encore sa police, ils disent ben pourquoi que la police à Montréal elle gagne tant, puis moi je ne peux pas gagner la même chose, je fais la même job. Puis peut-être avec moins de monde, mais je fais le même job. Je mérite le même salaire. Alors, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas utiliser des arguments qui disent ouais, mais c'est moins dangereux être policier, je ne sais pas, moi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ça peut être dangereux à Montréal. Effectivement, ça doit être moins dangereux, mais il n'est pas.
Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça arrive de temps en temps des meurtres aussi. Hein, ça arrive. Le domaine des policiers comme ça. Tout le monde se compare à d'autres, puis il se compare à celui qui gagne le plus. Donc, il dit, à travail égal, salaire égal. Hein? Ils utilisent le même argument et ça font. Alors, dans ce secteur-là, public, ça va être épouvantable. Mais là, en plus de ça, tout le chambardement qu'on fait là, dans le domaine de la santé, là, on veut. Il n'y aura pas de solution dans le domaine de la santé si on ne change pas le système. Ça ne donne rien, il faut changer le système. Ce système-là, qui a été revérifié par trois, quatre anciens ministres qui n'étaient pas des deux de pique non plus, là, hein, si au moins tous les ministres qui ont passé à la santé n'ont jamais réussi à maîtriser cette bête-là, il va la maîtriser. Donc, ça veut dire qu'arrêtons de mettre des pièces là-dedans, puis trouvons une solution qui va faire en sorte que ça va être efficace. C'est ça qu'est en train de faire M. Dubé, mais avec quel changement? Alors, moi, je souhaite bien que M. Dubé réussisse, là. Mais s'il ne réussit pas, ça va être épouvantable, là, hein? On va se retrouver avec un système qui est aussi pourri qu'avant, puis qui ne donne aucun résultat, malgré qu'il va chercher 50 de nos taxes pour être administré. Hein? Alors, à partir de ce moment-là, la négociation dans le secteur public, la violence dans les écoles. Et je vais rajouter à ça un dernier point, parce qu'il y a quelque chose qui m'inquiète davantage. Ça m'inquiète davantage parce que j'ai été déjà ministre des Affaires municipales. J'ai été ministre, dans le temps, il y avait 1800 municipalités au Québec. Aujourd'hui, on en a fusionné plusieurs, mais il en reste encore de 12 à 1500 municipalités au Québec. Je regarde dans la MRC de Masquinongé chez nous, là, sur une vingtaine de municipalités, là, il y a au moins 6 à 8 municipalités là, qui ne sont pas nécessairement en tutelle, mais pour lesquelles là, il y a des démissions régulièrement. Hein? Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Le gouvernement du Québec passe son temps à redonner aux municipalités des choses à faire, avec un budget qui n'est pas équivalent la plupart du temps. Il faut qu'il y ait complètement encore une refonte de tout le système municipal. Il ne faut jamais oublier que la municipalité, ça, c'est une créature du gouvernement du Québec. Alors, ils sont redevables au gouvernement du Québec. Sauf que quand on regarde la réalité des faits, là, moi, là, j'ai déjà expliqué ça à quelqu'un qui voulait faire de la politique. Si tu veux faire de la politique sans avoir trop de pression, là, tu t'en vas au fédéral. Parce que il n'administre pas grand-chose, c'est plus des grands paramètres, c'est plus des grandes idées, puis etc. Et c'est rare que quand le député fédéral se fait interpeller là, dans son comté, c'est parce que l'individu a un problème d'assurance chômage, pension de vieillesse, il n'arrive pas à temps, des choses comme ça. Mais c'est à peu près les seules choses qu'il y a. À part de ça, il y a des bonnes discussions, évidemment, je ne te dis pas qu'il ne fait rien. Là. Je suis pas en train de dire qu'ils ne font rien. Je suis en train de dire que le citoyen, quand je regarde le citoyen moyen, celui qui marche les deux pieds sur le trottoir de la grande rue chez nous, là, il a des chances de rencontrer son maire tous les jours puis de lui dire Hey, viens voir chez nous, il y a un nid de poule en face de la maison. Tu vas t'en occuper. Viens voir chez nous, là, mon égout fonctionne mal là, à cause de la municipalité. Hein? Il y a toujours, il peut dire à son maire, il peut achaler son maire quotidiennement. Si le député provincial se promène, ben, comme il est à Québec 3-4 jours par semaine, il risque de rencontrer un peu plus souvent son député que le député fédéral, son commettant que le député fédéral le rencontre, parce que lui, il s'occupe d'un paquet de choses aussi. Mais le citoyen le plus proche de sa réalité là, de tous les jours, là, c'est le citoyen avec sa municipalité. Alors, il n'aime pas son compte de taxes. Il s'est fait mettre de l'argent, il avait oublié pour les 2 minutes, là, on lui a mis un ticket dans le parcomètre.
Alors, tout ça, il parle de ça à son maire, etc. Et tous les fois qu'il arrive quelque chose de spécial, on va cogner à la porte de la municipalité. Puis la municipalité, à force d'en avoir, par force de ça, en fait, donc, le gouvernement va devoir à tout prix faire une réforme aussi du côté des municipalités parce qu'il n'y a plus personne qui va vouloir aller là. Ça démissionne. Moi, j'ai 4-5 maires chez nous là, qui ont démissionné, qui ont fait des élections partielles. T'en as d'autres qui ont parlé un peu trop fort au conseil et comme ils se sont choqués parce que les gens les avaient harcelés un peu, là, les achalaient trop souvent, écoute, ils ont grossi de ton, ben on fait une plainte aux affaires municipales, ils viennent puis ils disent, ben, ça frise la violence, le harcèlement. On, on leur demande d'avoir 3 mois de pénalité. Alors, les gens, ils disent, non, moi je ne vais pas là. D'autant plus qu'à 3 fois qu'on interpelle le maire, puis que c'est lui qu'on peut badrer le plus souvent, c'est lui qui gagne le moins cher dans la game. Ça fait que, ils n'ont peut-être pas le goût, avec les médias sociaux, de continuer de se faire traiter de n'importe quoi par n'importe qui, puis n'importe où. Ils n'ont peut-être pas le goût aussi que leur famille soit pénalisée à cause justement de ça, parce qu'il donne un certain temps de son temps à la municipalité, puis ou ben non, à la chose publique. Alors, c'est évident que tout ça doit être repensé par le gouvernement. Alors, imaginons pour les prochains 3 ans qui s'en viennent, là, imaginons le gouvernement qui doit faire une refonte épouvantable en éducation, parce qu'en éducation, là, ils ont éliminé les commissions scolaires, prétendant que il donnerait toute la latitude au comité de parents, puis la latitude aux directions régionales, aux directions des commissions scolaires d'agir puis de choisir des choses. M. Legault s'est plaint dernièrement que, puis même son ministre a dit qu'il n'est même pas capable de savoir d'avoir ce qu'il faut là, comme statistique pour gérer son ministère. Alors, encore là, on a voulu aller trop vite en faisant en sorte d'abolir les commissions scolaires. Bien, aujourd'hui, on cherche à vouloir reprendre les cordeaux. Puis encore là, on va aller à une plus grande concentration. Donc, à l'eau, les bonnes idées de faire du conseil des parents, hein, des décideurs. Ils vont être encore bien moins décideurs qu'avant. Donc, beaucoup de choses à faire en éducation, beaucoup trop pour un seul homme d'ailleurs, beaucoup de choses à faire en santé. Monsieur Dubé a de la cuirasse un peu, mais il va voir que ça va aller vite à un moment donné. Et beaucoup de choses à faire du côté des municipalités. Alors, c'est pour ça que j'ai le goût d'intituler ma chronique. Ça va prendre beaucoup de courage.